Fini pour moi, donc j'invite Marc-André Solos à me rejoindre. Merci. Eh bien, merci de cette occasion de vous parler un petit peu de sol, parce qu'on dit souvent qu'il pleut sur la ville ou qu'il pleut sur la Bretagne, mais ce n'est pas vrai. La pluie, elle tombe sur le sol. Et donc, quand on s'intéresse à l'eau, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à ça. Et en fait, quand il pleut sur les sols, je vais vous dire, il pleut sur la vie. Parce que les sols, ils ne sont pas très transparents, on ne voit pas grand-chose sur cette image. Mais les sols, ils sont vivants. Et cette vie, en pourcentage du volume du sol, c'est rien, c'est 0,1, 0,2%, mais 1, elle est diverse, et 2, elle fait les sols, et 3, elle fait le monde, notamment le cycle de l'eau. Alors justement, ce sol qui est plein de vie, je vous propose qu'on commence à l'explorer en regardant d'abord les microbes, ce qui est paradoxal, parce que justement les microbes, c'est ceux qu'on ne voit pas. Les microbes, c'est d'abord les champignons. Alors je sais que vous êtes, la saison approchant, habitués à voir les champignons, et ce que vous voyez, c'est la partie reproductrice des champignons. La vérité, c'est que si ça pousse si vite à l'automne, c'est que le champignon est fait au jour le jour de filaments microscopiques, ce qu'on appelle le mycélium, et des filaments qui grandissent dans le sol, qui se développent et qui ne sont pas visibles à l'œil nu parce qu'ils font 10 millièmes de millimètre. D'accord ? Donc au jour le jour, le champignon est un microbe, même s'il vous fait un clin d'œil dans le visible quelque part au printemps ou en automne. Dans le sol, il y a aussi des bactéries. D'ailleurs, les bactéries, c'est elles qui donnent l'odeur à la terre. L'odeur de terre, c'est la géosmine, c'est un produit de ces bactéries filamenteuses qu'on appelle les actinobactéries. Les bactéries qui sont dans le sol sont 10 fois plus petites que les champignons, parce qu'il y a différentes façons d'être un microbe. Donc on est plutôt sur le millième de millimètre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sol ? On a aussi les amibes. Alors les amibes, c'est plus gros, c'est plutôt un dixième ou un centième, un centième de millimètre. Et ça, les amibes, ça se déplace dans le sol en se déformant, et ces déformations leur permettent d'attraper des proies. Ce sont des prédateurs de bactéries. Et c'est un régulateur très important des populations de bactéries. Les amibes, vous les connaissez, paradoxalement, vous connaissez les plus anecdotiques et les plus aberrantes des amibes, vous connaissez peut-être les blobs. Si vous connaissez les blobs, vous connaissez ces amibes qui, par extraordinaire, sont géantes. Mais la vraie amibe, c'est l'amibe qu'on ne voit pas. Bon, je suis sûr que vous alliez oublier les plantes, alors je m'empresse de vous rappeler que les plantes sont un tiers souterraines et donc font partie des habitants, certes incomplètement, mais certes partiellement, mais quand même habitants, du sol. Pas oublier ça. Et puis, il y a les animaux, parce que quand je dis qu'est-ce qui est vivant dans le sol, on me répond tout le temps les vers de terre. Alors c'est vrai, il y a des animaux comme des colamboles, des insectes sans ailes. Ces prédateurs, l'approche des araignées, les pseudo-scorpions, qui n'ont du scorpion que l'avant, pas l'arrière. Des vers minuscules qu'on appelle des nématodes, qui sont notamment des parasites de plantes, qui sont gros comme des filaments de champignons, des acariens. Dans les prédateurs encore proches des araignées, les mille-pattes. Ou encore les vers de terre, les vrais, beaucoup plus gros que les nématodes, qui peuvent être blancs ou roses, des insectes comme les coléoptères. Bref, dans le sol, il y a du monde, effectivement, il y a beaucoup d'êtres vivants, il y a beaucoup d'animaux, mais surtout, il faut se souvenir qu'il n'y a pas que des animaux. Dans un gramme de sol de chez nous, il est peu probable, statistiquement, qu'il y ait un animal. En revanche, il y a plusieurs millions de cellules bactériennes appartenant à des milliers d'espèces. Oui, dans un gramme de sol, il y a plus d'espèces que dans le zoo le plus coûteux que vous pourriez offrir à vos enfants. Il y a plus de 1000 espèces de champignons, plusieurs centaines d'espèces d'amibes. Vous sentez que la biodiversité, elle est là. D'ailleurs, dans un hectare de sol de chez nous, il y a 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines. Et seulement, c'est pour ça que j'ai mis les animaux en dernier, 1,5 tonne d'animaux. Or, seulement, ça fait quand même tout ça, c'est presque 12 tonnes, ça fait entre 150 et 250 moutons, ça dépend de la taille de vos moutons, à l'hectare, mais des moutons cachés. Entre le quart et 60%, selon les estimations, des espèces connues vivent dans le sol. Vous sentez qu'en nombre d'espèces, c'est là que ça se passe. Il n'y a pas qu'en tonnes que c'est impressionnant. C'est impressionnant en nombre d'espèces. Et donc, c'est entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante qui se trouve dans les sols. Vous ne voyez des écosystèmes terrestres que la partie émergée, et ce n'est pas vraiment là que ça se passe. Vous allez voir quand on va aborder les aspects fonctionnels. Et puis, comme la matière morte se trouve aussi là, entre la matière morte et la matière vivante, c'est 60 à 90% de la biomasse organique qui se trouve dans les sols. Alors vous allez me dire que tous ces kilos et ces nombres d'espèces, vous n'en avez cure, et vous avez raison, la biodiversité, c'est pas ça. La biodiversité, c'est la diversité des fonctions que remplissent les différents organismes.
c'est la diversité de la façon dont ils agissent sur le milieu et le créent. Et l'une des choses que font ces organismes, une partie de la diversité de leurs fonctions, c'est de faire les sols. Vous avez remarqué que quand on n'a pas accès au sol, quand il y a du gravier ou du béton, on est obligé de balayer. Balaye-t-on les forêts? Balaye-t-on les champs? Ben non, parce que quand la matière organique tombe sur le sol la résorbe, il la décompose. Regardez plutôt ce rond de sorcière là, hein, c'est des champignons qui poussent en cercle, c'est une chose que l'on peut trouver en forêt ou dans une pelouse. Et vous et moi, nous savons maintenant que ça veut dire, ça signale la présence d'un mycélium en couronne, ces filaments microscopiques qui sont dans le sol. C'est typique d'un champignon qui mange de la matière organique morte dans le sol. En fait, une spore est tombée au milieu qui a donné naissance à un mycélium qui croît vers l'extérieur. Mais au fur et à mesure qu'il se développe, il consomme toute la fraction de la matière organique qui lui est accessible, qu'il peut consommer, et finalement il meurt de faim. Vous remarquez au passage qu'une espèce qui épuise son milieu, c'est naturel. Et ça fait partie des choses auxquelles il faut penser quand on pense l'homme. Même quand on épuise le milieu, on est naturel. Sauf que nous, on est capable de prévoir ça. Lui, le champignon, il n'est pas capable de prévoir ça, et deuxièmement, pour lui, le monde est infini. Et il continue à grandir vers l'extérieur. Donc, le mycélium est présent sur une couronne entre un front de mort et un front de croissance. Et là, il se nourrit activement de cette matière organique. C'est-à-dire qu'il la prélève la fraction qu'il peut utiliser, et d'une part, il en fait de la masse de champignons, il grandit, et d'autre part, il respire. Et quand vous respirez, vous brûlez des molécules pour en retirer de l'énergie, vous faites du CO2, vous faites de l'eau, bon, tout ça, ça sort du sol, mais vous faites aussi des déchets minéraux, l'équivalent des cendres dans un incendie. Vous évacuez ça par l'urine, le champignon balance l'azote, le phosphate, le soufre et tout le reste dans le sol autour de lui. Et d'ailleurs, ça se voit, car, devinez ici, l'herbe qui pousse mieux. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, ça ne se voit pas beaucoup. Passons au printemps, où je ne vois absolument pas le champignon. Là, le rond de sorcière est un rond d'herbe grasse. Et en voilà des beaux, des ronds de sorcière de 30 à 80 mètres de diamètre dans les Pouilles, en Italie, dans des pâtures séculaires. Vous voyez l'effet fertilisant. En fait, la décomposition, c'est le début du recyclage de l'azote, du phosphate et de tous les autres composants du vivant qui vont être remis à disposition des plantes. La décomposition, c'est aussi la création de fertilité. La matière organique dans les sols est en devenir. Elle est dans une salle d'attente à la décomposition qui va permettre son recyclage. Et ça fait de la fertilité. Figurez-vous qu'il advient exactement la même chose des minéraux. Ils sont dans une salle d'attente et ils vont devenir de la fertilité. Suivez-moi. Je vais tremper un cristal d'apatite. Alors ça, c'est un minéral qui contient du phosphore qui est commun dans les granites, dans les calcaires. Je le trempe dans l'eau pendant 6 mois. Quand il ressort, la surface n'est pas altérée. En fait, il y a une dissolution extrêmement lente et homogène. Et donc, ma surface apparaît à peu près lisse. D'accord? Ça se dissout lentement. Ce n'est pas du sucre ou du sel. Bien. Je rajoute quelques gouttes de jus de sol, donc des bactéries et des champignons, avant de fermer ma bouteille pour 6 mois. Et regardez le désastre. C'est complètement grêlé quand il y a de la vie. Pourquoi? Parce que cette dissolution naturelle des minéraux dans le sol, avec le passage de l'eau, elle est accélérée par le vivant. Certains organismes, ce n'est pas les mêmes que les précédents, vont compléter leur alimentation en véritables mineurs. Ils font des plaques de micro-organismes sur les minéraux et ils retiennent l'eau par leur sécrétion de mucus, donc la roche est plus longuement imbibée, et deuxièmement, ils émettent localement de l'acide qui attaque la roche. Et ils se servent au passage d'un certain nombre d'éléments minéraux qui sont libérés par cette dissolution. Mais comme ils travaillent fort salement, il y a des fuites. Et ces fuites passent dans le sol. L'altération liée à la vie est 10 à 100 fois plus rapide que l'altération qui s'opérerait sans la vie. Et le résultat est à l'écran. Là encore, ça fait de la fertilité. Donc, matière organique et matière minérale sont en train de passer un sale quart d'heure, un sale quart de millénaire, parce que c'est très lent. Ils sont en train, dans cette salle d'attente, lentement de devenir fertilité. Mais ce n'est pas les seuls, figurez-vous. Car il y a des trous dans le sol. Il faut qu'on s'interroge d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il des trous dans le sol? Est-ce normal avec la gravité que ces trous ne se soient pas écroulés? C'est absurde, ces trous. Mais enfin bon, admettons qu'ils soient là. Ils sont remplis d'eau et de gaz. Eh bien, ces gaz sont utilisés par le vivant.
Par exemple, le vivant du sol respire, utilise l'oxygène et produit du CO2 qui ressort dans l'air. Vous voyez que même les gaz sont utilisés. Et l'un des gaz de l'atmosphère qui est utilisé dans le sol d'une façon absolument cruciale, parce qu'il amène un élément qui ne se trouve pas dans les roches, c'est l'azote. L'azote atmosphérique est utilisé dans le sol pour faire de l'azote organique ou de l'azote minéral soluble. Suivez-moi. Vous connaissez tous, je pense, c'est légumineuse, disent les botanistes, c'est protéagineux, disent les agriculteurs. Ces protéagineux qui sont des plantes de la famille, donc des légumineuses, et qui sont très riches en protéines, trèfle, luzerne, haricots, soja, lentilles. Ces plantes sont beaucoup plus riches en azote que le sol sur lequel elles poussent. Un miracle qui s'explique en regardant leurs racines et en cherchant le microbe. Parce que comme toujours, quand il se passe quelque chose, c'est les microbes. Alors suivez-moi sur les racines, il y a des renflements ici, dans lesquels se trouvent des bactéries nourries par la plante en sucre, qui vont en fait exploiter l'azote atmosphérique et le transformer en acide aminé pour leur propre compte, mais en partie aussi pour la plante, puisqu'ils vont troquer ces acides aminés contre du sucre. De telles bactéries existent aussi dans le sol libre, mais elles sont beaucoup moins efficaces, car elles doivent à la fois trouver leurs ressources carbonées et transformer l'azote atmosphérique en acide aminé. Mais il y a aussi des bactéries fixatrices qui traînent dans le sol, notamment autour de la racine, où elles profitent de sécrétions racinaires. Mais chez les légumineuses, c'est une vraie industrie. La complémentarité entre la plante fait ça avec une énorme efficacité. Bref, tout ça suit la grande loi de la vie qui est de crever. Ça finit par crever. Et que ce soit des bactéries, des renflements sur les racines des légumineuses ou des feuilles de légumineuses, ça se décompose, mais cette fois-ci, ça y est, l'azote est piégé dans le système, ça donne de l'azote qui reste dans le sol. Alors le chemin a été plus long, et vous a peut-être ennuyé, mais je suis parti de l'azote atmosphérique et j'ai fait de nouveau de la fertilité. La règle est absolue et implacable. La roche, la matière minérale et les composants de l'atmosphère deviennent fertilité aux mains de la vie du sol.
l'agriculteur qui fait le méthane, mais non, c'est encore des microbes, comme toujours ceux qui font le boulot. Bon. Ou alors, même, il y a des respirations au nitrate. Alors, il y a des tas d'autres respirations. Mais je vous signale celles qui donnent du méthane ou du protoxyde d'azote, car ce sont des gaz à effet de serre, 50 et 230 fois plus efficaces que le CO2 en termes d'effet de serre. Donc, même quand il n'y a pas d'oxygène, la respiration du sol, ça fait de l'effet de serre. Et c'est plutôt bien, parce que c'est ce qui rend la Terre habitable, enfin en tout cas habitable pour des espèces comme nous, mais je rajoute l'homme. Quand je rajoute l'homme, en fait, je rajoute des façons dont le sol va faire de l'effet de serre. Le labour, il aère le sol, c'est une de ses fonctions. Il aide à respirer, donc il aide à faire du CO2. Et on compte que depuis que l'homme laboure, il a libéré 300 gigatonnes de carbone. Ce qui correspond à peu près à la moitié de ce que nous avons libéré de carbone depuis que nous utilisons des combustibles industriels. Alors sur 8000 ans, ça a juste empêché un retour en glaciation. Attention, hein, ça n'a pas correspondu à une augmentation de CO2, ça a empêché cette baisse de CO2 liée à des facteurs astronomiques qui a produit des glaciations ces 2 derniers millions d'années. Donc ça a été plutôt stabilisateur, et d'ailleurs, peut-être vous souvenez-vous de vos cours d'histoire ou de préhistoire qui disent « l'Holocène a été la période climatique la plus stable du Quaternaire ». Bah oui, on a régulé le thermostat déjà en labourant. Cela dit, aujourd'hui, on a moins envie de labourer. Hein. En plus, on irrigue. Alors là, on fait faire du méthane et du protoxyde d'azote au sol, surtout quand on met des engrais sous forme de nitrate. Alors là, c'est encourager la production de protoxyde d'azote. D'ailleurs, la carte de France de production de protoxyde d'azote, qui n'est pas un gaz issu de l'industrie, est éloquente. La production de protoxyde d'azote par l'homme en France, c'est tous les endroits où il y a des sols humides, pas les endroits où il y a des forêts, regardez la Limagne, et bien sûr pas les endroits où les sols sont secs, où là, la respiration se fait à l'oxygène. 80% du protoxyde d'azote produit en France l'est par notre gestion des sols. Bon, alors, quand on est arrivé là, en plus, on a le gros problème que la fonte des sols qui étaient gelés donne des sols liquides, plein de matière organique héritée, mais plein d'eau, donc qui produisent des quantités énormes de méthane. La fonte des pergélisols, c'est une catastrophe, et des fois, ça fait des bulles de gaz qui pètent comme des gros boutons de fièvre, c'est le cas de le dire. Regardez ce que ça fait dans les sols sibériens, ça fait des fois des cratères, parce qu'il y a une masse de méthane qui est formée, qui s'échappe mal parce que le sol est gluant et humide, et qui à un moment... C'est un paix de sol, ça. Mais c'est un paix qui n'est pas très drôle, parce que c'est un des moments où on voit que le changement climatique appelle le changement climatique, et que nous sommes en train de perdre la main. D'ailleurs, je vous invite à vous poser cette question, est-ce qu'on l'a perdu hier, ou est-ce qu'on va la perdre demain? C'est une question qu'il faut se poser, hein. Parce qu'à un moment, vous ouvrez les portes de l'enfer, comme dit l'autre. Alors, l'effet de serre lié à l'homme, c'est donc aussi la façon dont nous gérons les sols, et c'est là qu'on voit que l'ignorance tue ou abîme, parce qu'en fait, les sols devraient être une façon de résoudre le problème de l'effet de serre. Mais comme personne ne connaît les sols, personne ne les gère correctement, et personne, ou très peu de gens, prennent en compte ce que je vais vous dire, qui pourtant est positif. Mais l'ignorance, une fois de plus, elle abîme. Nous faisons aujourd'hui des sols un problème, là où ils sont une solution. Je vais vous parler du 4 pour 1000. On doit à Stéphane Le Foll d'avoir lancé puissamment cette initiative que le gouvernement suivant n'a pas compris comme une initiative technique, mais a vu comme une initiative politique. Donc, le soutien en 4 pour 1000 est devenu, on va dire, mollasson. Le 4 pour 1000, il vient d'un calcul pour fixer les idées, mais qui, vous allez voir, a ses limites. Hein. Si chaque année, on augmente la quantité de matière organique qui est dans le sol de 0,4%, égale 4 pour 1000, alors ça fait autant de carbone qui va être respiré, certes, mais plus tard et lentement, et cet enfouissement-là stocke du carbone et compense l'émission de gaz à effet de serre de l'humanité cette année-là. 4 pour 1000. Alors, et vous verrez tout à l'heure qu'en plus, comme les sols ont perdu du carbone, on sait qu'ils peuvent en contenir plus. J'y reviendrai. Alors, c'est pas possible d'aller mettre de la matière organique partout. On n'aura pas assez de matière organique. Je me vois pas aller faire ça en Patagonie, moi. Ok ? Mais ça montre juste que ce levier fait partie des leviers pertinents. Et en plus, il va juste améliorer les sols. Et nos enfants font ce qu'ils voudront. Quand vous faites une forêt, vous imposez vos déchets à vos enfants, parce qu'ils devront garder la forêt. Oui. D'ailleurs, on ne plante pas des forêts, on plante des plantations. Donc c'est moins beau, et on ne peut pas les couper. Vous préemptez l'espace de vos enfants quand vous faites une compensation végétale. Quand vous foutez de la merde, et je choisis ce mot à dessein,
Quand vous foutez de la merde dans le sol, ça fait du sol. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est une des choses qui est complètement aberrante. Déjà intellectuellement, quand on a un appart à louer, on ne se débrouille pas pour qu'il soit loué 8 mois par an et vide 4 mois par an. Ok ? Donc c'est complètement aberrant aussi par rapport à l'érosion. Pourquoi nos campagnes sont-elles brunes en hiver? Ce qui augmente en plus l'érosion. Il suffit de planter des cultures intermédiaires qui ont plein de vertus potentielles, comme de retenir l'azote et le phosphate en le prélevant et en empêchant, je vous le disais tout à l'heure, que l'eau l'emmène, qui vont empêcher l'érosion, qui vont fixer de l'azote, qui vont, par leurs racines qui grossissent, si c'est des radis par exemple, on peut mettre des radis en mélange, fendre le sol et permettre l'entrée d'eau et d'air. C'est ce qu'on appelle les cultures intermédiaires. Et ça, vous broyez ça au sol avant de faire votre semis au printemps et vous stockez 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare et par an. Et même, peut-être, demain, pourra-t-on payer les agriculteurs à faire ça. Et en plus, ça retient la fertilité. Enfin, c'est que du bon sens. L'autre source de matière organique qu'on peut mettre dans les sols, c'est bien sûr les résidus de l'élevage, à condition qu'il y ait assez de sol à côté des élevages et donc qu'on soit plus en polyculture élevage plutôt qu'en spécialisation culture pure ou élevage pur. Parce que là, on finit par mettre trop de choses sur les sols. Vous voyez ce que ça donne en Bretagne. Bon. Voilà. Et d'ailleurs, quel est l'animal qui en France produit le plus de fumier? C'est pas la vache, c'est pas les poules, c'est pas les cochons, pas les lapins, pas les cochons d'Inde, pas les chevaux. Alors il va falloir à un moment se reconnecter à la nature et comprendre que nous sommes des animaux. Oui, mais c'est ça, on vous parle de reconnexion à la nature. Mais enfin putain, vous êtes des sortes de lapins ou de porcs mais oui. C'est ça qu'il faut percevoir. Et une des choses que vous pouvez pour la nature, c'est de pisser, de chier, de faire des déchets organiques et de les mettre dans le sol. Ça fait de l'azote, ça fait du phosphate et ça fait de la matière organique. En 2025, on doit collecter séparément les déchets organiques. Est-ce qu'on va les méthaniser? Est-ce qu'on les met dans les sols? Moi, je pense que ça dépend de leur qualité. Mais moi, je dirais que la méthanisation est l'ennemi du stockage de carbone dans les sols. Et donc, un équilibre doit être trouvé entre les énergéticiens et les agronomes. Bon, donc vous voyez, le sol est une solution, mais, comme on l'ignore, c'est un problème. C'est beau quand même comme démonstration. Je veux dire, je ne fais pas le malin, là, je reprends juste l'argumentaire du 4 pour ville, hein. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est juste que vous voyez que l'ignorance des choses naturelles et de notre lien à la nature fait qu'on ignore, par exemple, qu'on fait des déchets et qu'on est des animaux, première chose, mais aussi qu'on ignore que les sols peuvent être une solution. Alors, les sols font aussi le cycle de l'eau, et j'en viens ici à une image de l'absence de sol. Dans les déserts, bon certes il ne pleut pas beaucoup, mais il n'y a pas de sol, et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Le ruissellement arrache tout ce qu'il peut sur les reliefs, fait des grandes plaines d'épandages, où les rivières ont des cours variables d'une pluie sur l'autre, c'est ce qu'on appelle des oueds, et encore ces rivières ne coulent telles qu'après les pluies, tout part en ruissellement et on a un petit 10% d'évaporation. Donc, pas de rivière et une évaporation minimale du ruissellement. Quand il pleut sur les sols ils retiennent l'eau parce qu'ils sont poreux. On a fait des pores ensemble, hein. On a fait des trous. Et ces trous, eh bien, ils retiennent l'eau. Enfin, elle s'écoule lentement. Dans les petits, elle est retenue. Dans les plus grands, elle s'écoule. Mais elle met du temps à trouver la sortie. Pendant ce temps-là, eh bien, elle peut déjà servir à alimenter les plantes. Car les plantes évaporent de l'eau par leurs feuilles. D'ailleurs, le fait que les plantes aient les feuilles plus longtemps en ce moment, c'est très inquiétant parce que c'est l'ennemi de la recharge des nappes phréatiques. On va y revenir à cette recharge-là. Alors, en fait, dans nos écosystèmes, 60 à 80% de l'eau qui est tombée s'évapore. C'est énorme, hein? Mais ça, c'est génial parce qu'ensuite, vous avez ici un chiffre qui vous montre qu'un hectare de forêt, c'est pas rien en évaporation. En fait, ça fait une lame de pluie de 3 mm. Et comme il y a 200 jours de végétation par an, il vous faut 600 mm d'eau de pluie par an pour faire une forêt. Bon. Tout ce qui s'évapore retourne dans l'air et crée des rivières atmosphériques. Alors ces rivières-là, vous ne les aviez pas vues venir, je pense. Le long des courants atmosphériques qui, chez nous, par exemple, vont d'ouest en est, vous avez de l'eau qui s'évapore, qui repleut, qui s'évapore, qui repleut, qui s'évapore, qui repleut. Et c'est ainsi qu'il pleut en Russie, très loin de la mer. Vous y êtes?
Ça, c'est important, hein, parce que ça permet même au milieu du continent de recevoir de l'eau, ce petit jeu-là. La première chose, ce sont ces rivières atmosphériques qui circulent de façon invisible le long des grands courants atmosphériques. Et puis la deuxième chose, avec le ruissellement retardé vers les rivières, c'est la création de rivières que vous connaissez bien, qui sont les rivières terrestres, qui ne débordent pas lorsqu'il pleut, parce que le sol éponge la pluie, et qui par contre ont un cours soutenu entre deux pluies. Sauf dans les cas où on a trop imperméabilisé. Je ne dis pas qu'en région méditerranéenne, le problème n'est qu'un problème d'imperméabilisation, mais clairement, quand vous imperméabilisez, vous devenez de plus en plus vulnérable à des épisodes de pluie violente. Bon, alors, j'ai fait le climat, j'ai fait le cycle de l'eau, qu'est-ce qui me reste ? À voir si mes gestes, alors j'aurais pu faire autre chose encore, hein, mais je m'arrête là, parce que c'était le cahier des charges, le climat et l'eau. Est-ce que nos gestes, par rapport au sol, permettent d'optimiser cette histoire-là ? En fait, pas tellement. Regardez plutôt. On a déjà parlé du labour, et vous avez dû comprendre que labour et toute autre forme du travail du sol ne sont pas vraiment des choses que moi je préconise. Vous avez peut-être en tête que le labour, ou le bêchage, hein, dans les jardins, ça désherbe. Et si vous faites bien l'analyse de ça, parce qu'on est habitué à voir des choses sans en tirer des conséquences, ça veut dire que ça tue les organismes, les plantes, qui sont un tiers sous terre. Vous comprenez donc par là que le labour, ça tue. Mais ça tue aussi les animaux. Les oiseaux, là, ils ne sont pas venus voir la marque du tracteur. Ça, c'est même pas un labour, c'est un travail du sol avant semis. Ils ne sont pas venus voir la marque du semoir, hein. Ils sont venus prendre un verre. Au sens vrai. En fait, c'est l'image d'un holocauste animal. Mais moi, je vais vous dire, en tant que mycologue, parce que c'est ma spécialité, c'est plutôt les champignons qui me font souffrir, là. Vous n'avez jamais trouvé un rond de sorcière sur un sol labouré. Jamais. Et de fait, il y a des espèces de champignons qui ne supportent pas le labour, qui disparaissent. Alors, elles ne disparaissent pas de partout. Je ne parle pas d'extinction, là. Mais je dis juste que dans ces sols-là, elles ne sont plus là. Quand on regarde les bactéries, souvent le labour, au contraire, les favorise, pour deux raisons. D'abord, les champignons, qui sont des compétiteurs des bactéries, certains ont disparu. Et donc, des bactéries qu'ils éliminaient peuvent revenir dans ces sols. La deuxième chose, c'est que comme vous aérez violemment le sol, au moins transitoirement, le temps que les trous ne soient pas écrasés par la roue du tracteur ou par la pluie, ne s'effondrent pas sous l'effet de la pluie, dans ce temps-là, les bactéries respirent très fort et des bactéries plus exigeantes en oxygène peuvent arriver à se développer. Alors que dans les sols standards, la quantité d'oxygène est moins élevée. Donc il y a des bactéries qui arrivent à vivre là, qui ne vivraient pas si on ne labourait pas. Bref, il y a plus de bactéries. Et si vous tirez un trait et que vous regardez le nombre d'espèces, vous allez me dire, mais Marc-André, bon d'accord, tu aimes bien les champignons, mais en fait, il y a autant d'espèces. Je vous ai dit, la biodiversité, ce n'est pas le nombre d'espèces seulement. C'est aussi le nombre de fonctions remplies. Je vais vous donner 2 fonctions que les bactéries ne feront jamais. Détruire la lignine, qui représente quand même 40% de la masse végétale, ça, il n'y a que les champignons qui font. Et deuxième fonction, il y a des champignons qui aident les racines des plantes à se nourrir. Bon, c'est ça qu'étudient mes équipes, mais j'avais promis de ne pas en parler. Et puis c'est venu tout seul. Il y a des champignons qui, en échange de sucre, ramènent de l'eau et des sels minéraux du sol. C'est ce que font les truffes sur certains chênes, par exemple, ou les bolets et les cèpes en forêt sur les arbres forestiers. Les cèpes et les girolles. Aller faire les courses, quand on a les filaments, c'est possible, mais les bactéries ne feront jamais ce genre de travail. Donc il y a des fonctions qui sont laissées vacantes par le fait que ce n'est pas les mêmes espèces qui sont là. Voilà. Alors, en plus, comme ces bactéries qui survivent bien au labour, parce qu'elles sont toutes petites, donc elles sont dans les grumeaux, le labour, pour elles ne le voient même pas passer. Sauf qu'elles ont plus d'oxygène. Elles respirent plus, et vous voyez ces quantités de carbone qui sont devenues très basses dans les écosystèmes agricoles. Bassin aquitain sauf la forêt des Landes, bassin parisien sauf la forêt de Compiègne et la forêt de Fontainebleau. On voit les forêts. Saône-Rhône, PACA, Languedoc-Roussillon, vous y êtes ? En fait, nos sols agricoles ont perdu, depuis les années 50, la moitié de leur matière organique. Ils en avaient déjà perdu avant. Pourquoi ? Parce que 1, on laboure, 2, on n'amène plus de matière organique, et on récolte. Donc, ils ont perdu la moitié de leur matière organique depuis les années 50. Alors vous allez me dire, bon, alors le sol fait moins de tâches. Ouais, effectivement, le sol est plus clair, plus propre dans les champs labourés. Mais, vous vous rappelez, il y a un problème sur le stockage de l'eau parce que les trous ne sont pas stables et parce que la matière organique elle-même retient l'eau. On a ce chiffre, si on augmente
de 10% en volume la quantité de matière organique du sol, on peut stocker entre 10 et 20 mm d'eau de pluie. Voilà. C'est un chiffre standard. Hein, mais... De plus, je pense que cette image vous paraît normale. C'est un ruisseau qui coule, oui. Personne n'est choqué de cette image. Elle est extrêmement choquante. C'est pas la couleur normale de l'eau. La couleur normale de l'eau, en forêt par exemple, c'est qu'effectivement il y a des trucs dedans, mais très peu. Il y a toujours de l'érosion. Mais ce qu'il y avait avant, c'est l'érosion en terre agricole. Pourquoi ? Parce que le sol a été déstructuré, parce qu'il n'y a plus de matière organique qui retient les morceaux, et parce qu'en plus, le sol, il est nu en hiver. Et donc, le labour augmente d'un facteur 10 à 20 l'érosion. Alors souvent, quand je propose des solutions agricoles alternatives, on me dit « mais tu vas affamer la planète ». Ce qui est certain, c'est que le labour affamera certains de vos arrière-petits-enfants. Ça prendra peut-être 2 millénaires, mais le labour n'est pas une option. C'est une façon de taper dans le capital pour produire plus. Et d'ailleurs, il y a des régions où il y a tellement plus de matière organique qu'on est passé en dessous du seuil de stabilité du sol. Le sol n'est plus fait qu'une espèce de sable, de limon et d'argile qui ne sont pas liés. Et quand il pleut dans les Hauts-de-France, il faut dire que j'y vais souvent dans les Hauts-de-France, pour des communautés de communes qui essaient de comprendre ce qui se passe, 200 mètres, 1 mètre de dénivelé. Pour vous donner les échelles, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Le sol, il suit la pente. En fait, c'est plus un sol en termes de stabilité. D'ailleurs, on a la tête tellement moisie par l'image du labour qu'un bon sol, vous savez, c'est le sol qu'on prend et puis il file entre les mains. Mais c'est pas un bon sol, ça. C'est une catastrophe. Le bon sol, c'est celui où on ne peut pas mettre les mains parce qu'il est fait de grumeaux attachés entre eux. Vous y êtes ? Ça n'empêche pas que ce soit poreux. L'image du bon sol qui file entre les mains, qu'on a même d'ailleurs sur l'affiche d'un film qui défend l'agriculture, qui ne laboure pas, ça montre que ça va loin. Le bon sol qui file entre les mains, c'est un sol qui est en train de filer à la mer. Alors c'est très bon pour les poissons, c'est peut-être très bon pour la pêche, mais c'est pas bon pour les agriculteurs. Nos anciens, s'ils ont labouré, c'est qu'à court terme, il n'y a pas photo. Ça remonte la fertilité que l'eau emmène en profondeur, ça désherbe, ça aère et ça rend poreux. À court terme, c'est génial. Le problème, c'est que ça abîme le capital. Vous êtes en train de transformer votre capital en intérêt, la récolte. Et à long terme, par contre, vous perturbez la vie du sol, vous détruisez la matière organique avec les conséquences dramatiques que ça a sur la rétention de l'eau et l'érosion, et donc vos sols disparaissent. Allez passer vos vacances à côté de grandes villes de l'Antiquité méditerranéenne, avec leurs sols tout pourris, caillouteux autour, et rappelez-vous qu'on installe les villes au milieu de plaines productives. Simplement, en zone méditerranéenne, c'est 5000 ans de labour. C'est vrai qu'autour de Paris, non seulement les sols sont très profonds, mais en plus, ça fait que 1500 ans qu'on a appris à se servir de l'agriculture à grande échelle. Il nous reste quelques millénaires, peut-être, en tout cas quelques centaines d'années avant d'avoir des problèmes. Alors, il y a aujourd'hui une agriculture qui ne laboure plus, c'est l'agriculture dite de conservation. Bon, elle a le défaut d'utiliser du glyphosate pour détruire la végétation, mais même comme ça, je dis même comme ça parce que j'ai reparlé du glyphosate, même comme ça, la vie du sol se redresse de 25%. Le glyphosate, c'est moins dangereux que le labour pour la vie du sol. Ça me fait bien chier de le dire, mais c'est comme ça. Ce sol est plus noir que celui-là parce que la matière organique est plus stable et les stocks de matière organique remontent en même temps que la stabilité structurale et la stabilité des pores. Et regardez comme c'est drainant. Là, il a plu il y a quelques jours, en fait. Là, c'est toujours en surface parce que c'est écrabouillé. Là, c'est rentré dans le sol. Alors je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille l'agriculture non labourée, mais en tout cas il y a des agriculteurs qui d'ailleurs produisent avec le label au cœur des sols, qui y arrivent. Bon, pour l'instant ils sont accros au glyphosate, mais enfin la messe n'est pas dite. Certains d'ailleurs commencent à avoir des solutions alternatives. Bon. Donc on peut ne pas labourer. D'ailleurs, vous savez quoi ? Les Amérindiens, ils ont fait des grandes civilisations, n'est-ce pas ? Avant Colomb. Bon, on a tout massacré sans regarder ce qui se passait, mais je vous rappelle qu'eux, ils n'avaient pas de charrue, ils n'avaient pas de fer, ils n'avaient pas d'animaux de trait. On n'est pas obligé de labourer. Les intrants. Alors d'abord, premier intrant, les pesticides. Bon je suis désolé, mais le glyphosate, c'est pas bon pour les vers de terre. D'ailleurs, une obscure agence scélérate européenne nous dit que le glyphosate n'est pas toxique pour l'homme. Elle dit quand même qu'à long terme, c'est pas bon pour les mammifères. Et j'ai le plaisir de vous rappeler, et c'est comme ça, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous êtes des mammifères, n'est-ce pas ? Donc, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, cette histoire. En tout cas, cette agence, elle est payée pour regarder les tests des industriels.
et elle ne regarde donc pas les articles scientifiques, c'est son métier, donc elle le fait très bien, mais c'est un métier de con. Je choisis mes mots, hein. Je n'utilise pas ces mots-là uniquement pour faire beau. C'est un métier de con, ça jette 95% des données. Et les 95% des autres données, ben, l'INSERM ou le Centre européen pour la santé, pour la recherche sur le cancer, le CRC, tous les deux ont classé le glyphosate en cancérigène probable pour l'homme. En tout cas pour les vers de terre. Je ne sais pas s'ils crèvent d'un cancer ou d'autre chose, mais vous voyez que les œufs viables de vers de terre dans le sol, quand on a mis du glyphosate, il y en a moins. C'est-à-dire que quand la vie du sol se redresse parce qu'on ne laboure plus et qu'on met du glyphosate, ça vous montre à quel point le labour est une tragédie. Parce que c'est pire que ça. Mais enfin, le glyphosate, il faudra en sortir. Et il faudra en sortir, non pas parce que... je veux dire, aujourd'hui, il faut peut-être continuer à avoir du glyphosate transitoirement, pour des raisons agricoles, mais la raison, c'est pas que c'est bon pour la santé. D'accord ? Mon problème, c'est pas d'interdire tout de suite le glyphosate. C'est si je le garde techniquement, c'est de le garder en sachant qu'il faudra en sortir parce que c'est pas bon. Et le message de l'agence européenne dite sanitaire est quand même assez pourrave, quoi. Enfin, intellectuellement, c'est même un scandale que nos impôts financent des choses comme ça, tout en finançant la recherche qui dit le contraire. Alors les pesticides, en fait, il y en a partout. Et il y a une étude récemment publiée dans Environmental Science and Technology qui dit que dans les sols français, 98% des sols en contiennent. Une autre étude dans les sols de la plaine de Chizé dit que plus de 90% des sols sont contaminés par au moins un herbicide, un insecticide et un fongicide. Il y en a partout, et même cette étude révèle un truc assez amusant qui me fait vraiment grincer des dents à propos des tests des industriels, c'est qu'il y a des pesticides interdits depuis plus longtemps que leur temps de vie dans les sols, annoncés par les industriels, qui sont encore là. Alors, qu'on fasse des erreurs de mesure, ça va. Mais le propre de l'erreur est d'être aléatoire. Il devrait y en avoir qui disparaissent plus vite et d'autres moins vite. Tous, ils disparaissent moins vite. C'est pas de chance, hein. Je grince des dents parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est juge et parti pour faire des tests. C'est une fonction régalienne. Ok ? Mais ça, il faut y penser. Parce que c'est de notre santé dont il s'agit. Et vous savez très bien que ça, comme l'eau vient du sol, on les retrouve aussi dans l'eau. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de la qualité de l'eau, hein, parce que vous la connaissez sans doute mieux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas neutre. Et maintenant, je voudrais passer à la deuxième section, qui est les engrais minéraux. Alors, vous avez compris que les engrais minéraux, ce n'est pas aussi bien que les engrais organiques, parce qu'il n'y a pas de matière organique avec. Mais il y a d'autres problèmes. D'abord, le problème de l'azote. C'est que l'azote nitrique est très labile. Il part avec l'eau. Et vous retrouvez ça aussi bien dans les captages que dans les rivières ou sur le littoral, où ça fait des marées vertes. Donc le problème, c'est que quand on amène du nitrate, il va à la fois aider des bactéries à respirer au nitrate si le sol est humide, et à faire du protoxyde d'azote, mais il va être très labile, il va circuler. Donc il y a un problème de qualité. Puis il y a un autre problème dont on ne parle pas assez, qui est le problème du cadmium. Le phosphate minier est contaminé au cadmium. L'ANSES se bat depuis plusieurs années pour qu'on limite la contamination au cadmium à 20 mg par kilo de phosphate. Sauf que un grand syndicat agricole que nous ne nommerons pas se bat pour que ça reste à 60. Oui, parce que le phosphate peu riche en cadmium, il est plus cher. Il y en a même qui ne contient pas de cadmium, mais il est russe. Alors bon, pas de chance. Nous, on est dopé au phosphate marocain et il contient du cadmium. Bilan, 47% d'entre vous sont en surdosage de cadmium. Et ça fait des problèmes osseux, le fameux problème d'ostéoporose avec l'âge, hein, je ne vous dis pas, c'est notamment dû au cadmium. Ça fait des problèmes de foie, des problèmes rénaux, et ça explique que la fréquence des cancers du pancréas augmente de 2 à 3% actuellement en France chaque année. Donc c'est pas réjouissant du tout, et il faut trouver des alternatives, parce qu'effectivement, c'est ni environnementalement ni sanitairement satisfaisant. Je ne dis pas qu'on arrivera complètement à substituer aux engrais minéraux des engrais organiques. Il va y avoir une tension sur la matière organique, c'est clair. Mais déjà, ces algues-là, on ferait bien de les refoutre dans l'agriculture. Mon fil d'information Google ce matin me dit qu'il y a des agriculteurs qui commencent à se dire qu'ils pourraient peut-être récupérer les algues sur le littoral pour remettre dans les champs. Très bonne idée, évidemment, mais il faudrait aussi qu'on pisse dans les champs. Notre urine nationale comprend entre 20 et 30% des besoins de l'agriculture française en azote. Un peu de fixation et de légumineuses en plus, un peu de déchets d'animaux, et le besoin d'engrais minéraux sera légèrement inférieur. Il ne faut pas mettre son urine n'importe où. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On met même des impôts pour la disperser dans l'eau sous une forme pas trop polluante. La merde,
quelque part, alors tout le monde fait ah. Puis on trouve c'est joli, c'est un peu provoquant, un prof du muséum qui parle de la merde. Mais enfin, c'est nous. Il faut le comprendre. Tous ces tabous sur le pipi et sur le caca, là, c'est n'importe quoi. C'est des produits d'une vision de la société et de l'entre-soi. Mais c'est fini l'époque où on s'intoxique parce qu'on boit une eau avec des fesses. C'est fini l'époque où les fesses étaient quelque chose de dangereux. Il reste leur valeur universelle de promesse de vie. Hundertwasser, l'architecte viennois, vous connaissez peut-être, hein, si vous avez visité Vienne, qui faisait des maisons végétalisées, a publié un manifeste sur la Scheißkultur, la culture de la merde. Il dit que l'homme a longtemps cherché où était son éternité et qu'il aurait dû la chercher au fond, je le cite, de la cuvette des chiottes. C'est vrai, c'est par là que nous permettons le regain, c'est par là que nous pouvons fertiliser le monde. Il faut vraiment virer ces tabous et comprendre qu'en matière d'engrais, c'est les engrais organiques et ce qui est issu de la vie qui va nous aider. Alors maintenant que tout ceci est dit, notre sol il est piétiné par des pratiques dont on peut en partie au moins sortir. Peut-être pas partout au moment actuel, mais toutes ces pratiques-là nous permettront notamment de mieux gérer qualitativement et quantitativement notre climat et notre cycle de l'eau. Et je voudrais terminer en vous disant que ça, c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, c'est les coulisses du monde qui nous entourent et que nous trouvons beau. Donc c'est beau par procuration, puisque ça permet ce qui est beau autour de nous. Mais c'est beau aussi parce que vous voyez que c'est le moteur de la vie. On pourrait même écrire un livre qui s'appellerait « L'origine du monde » en parlant des sols, si ce n'était pas déjà le titre d'un tableau. Je vous remercie.